Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda et ont pris la plus grande ville de l'Est du Congo, ont annoncé jeudi leur intention de poursuivre leur combat vers la capitale Kinshasa. Cette déclaration intervient peu après l'appel du président congolais Félix Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour contrer la rébellion. Notre objectif est le Congo. Nous luttons pour le Congo. Nous ne luttons pas pour les minerais. Nous ne luttons pour rien d'autre. Vous parlez de la balkanisation. Ce n'est pas un mot qui mérite d'être noté dans notre lutte. Nous luttons aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première raison est qu'il n'y a pas d'État en RDC. Le régime de Tshisekedi a détruit l'armée, a détruit la police nationale, il a détruit l'administration et surtout il a détruit la justice. Corneille Nangaa, le chef de file de l'AFC M23, n'a pas indiqué comment les rebelles envisageaient d'avancer vers la capitale, située à plus de 1500 km. J'encourage Tshisekedi à continuer à se battre, mais nous allons le combattre jusqu'à ce que nous arrivions à Kinshasa. Les rebelles du M23 ont également déclaré qu'ils seraient ouverts à des discussions directes avec le gouvernement congolais. Les amis, comme vous venez de l'entendre, c'est avec beaucoup d'inquiétude et le cœur très lourd que je fais cette vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que les choses s'escaladent jusqu'à ce point, mais en tant qu'Africain, on ne peut pas rester totalement inerte face à cette situation. Aujourd'hui, on va parler du Congo, on va parler de ce qui se passe au Congo, mais on va essayer de pousser l'analyse un peu plus profondément, parce que je pense que on sait tous les raisons pour lesquelles ces choses sont en train de se passer dans ce pays de l'Afrique, dans le cœur de l'Afrique. Mais je pense qu'il y a des responsabilités qu'il faut situer, et surtout nous les Africains, il faut qu'on apprenne à comprendre des choses. Et je veux partager 3 choses avec vous, 3 choses qui nous concernent, et 3 choses sur lesquelles nous devrions méditer face à cette situation au Congo. Avant toute chose, j'aimerais dire à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, à tout le peuple congolais, j'aimerais vous apporter ma sympathie et vous dire que je suis profondément attristé par ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Et on ne peut pas rester indifférent en tant qu'Africain. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube est une chaîne qui touche plusieurs milliers de personnes et je vais l'utiliser pour véhiculer ma vision de l'Afrique, pour véhiculer comment je vois les choses. Et aujourd'hui, je veux porter aussi ma voix haut pour dénoncer ce qui est en train de se passer dans ce beau pays de l'Afrique. Parfois, on a l'impression que lorsque les choses se passent loin de chez nous, alors cela ne nous concerne pas. Mais j'ai envie de vous dire, si en tant qu'Africain, on commence à se mettre en tête que dès que quelque chose arrive à un autre Africain, cela nous touche personnellement, alors les choses vont changer. Donc je vous invite, que vous soyez congolais ou pas, à partager massivement cette vidéo parce que cette guerre a trop longtemps duré. On parle de plus de 30 ans de guerre, 30 ans où les mêmes choses se passent, 30 ans où des Congolais sont tués, 30 ans où des Africains sont tués et aujourd'hui on est là encore à parler de ça. Cela montre l'hypocrisie de l'opinion publique, de la communauté internationale, de toutes ces puissances qui veulent nous faire croire qu'elles veulent vraiment nous aider, mais alors qu'elles sont là que pour leurs intérêts. Mes sympathies au peuple congolais, franchement, je suis de tout cœur avec vous et j'utiliserai du mieux que je peux ma voix pour vraiment apporter un changement et pour surtout poser une pierre dans ce combat qui est noble de vouloir défendre le Congo, de vouloir défendre l'Afrique. Et la première chose que je veux que nous parlions aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ça fait 30 ans que ce conflit existe, mais que finalement ce conflit apparaît dans l'indifférence totale de l'opinion publique. On parle très peu de ça. Il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le tapage que les Européens ont fait autour de ça, les médias en ont parlé énormément. Mais aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il s'agit du Congo, on n'en parle pas beaucoup. Parce que visiblement c'est quelque chose à laquelle on est habitué. Et parfois même, et j'ai eu un débat avec quelques amis congolais dessus, j'ai l'impression que certains Congolais eux-mêmes se détournent de
de cette guerre. Ils se détournent de ce qui est en train de se passer au Congo. Ils se détournent de ce qui est en train de se passer dans le nord et dans le sud Kivu. Donc du coup, il y a un certain détachement qui frise complètement les choses parce qu'on se dit, même les Congolais semblent ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans leur propre pays. Vous me direz que ceux qui sont à Kinshasa sont tellement loin du nord et du sud Kivu que finalement peut-être qu'ils ne vivent pas vraiment la chose. Mais je pense que ce conflit devrait tous nous intéresser. Pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Pourquoi les choses se passent? Pourquoi aujourd'hui on parle d'une guerre au Congo? On n'a pas besoin d'être devin ou d'être super intelligent pour comprendre ce qui se passe. Le Congo aujourd'hui est l'un des pays qui a le plus de minerais en Afrique. Le sous-sol congolais est très riche. Ce qui était censé être une bénédiction pour le Congo est finalement une malédiction et était la source de toutes les guerres que nous voyons, que nous avons vues au Congo. Vous comprenez? Aujourd'hui, on parle de M23, on parle du Rwanda, on parle du Congo. Le M23 est une milice, on va le dire. On essaie de le faire passer pour autre chose, mais c'est un groupe armé soutenu par le Rwanda qui vient attaquer complètement le Congo. Pourquoi? Surtout le nord et le sud Kivu, pour les minéraux qui s'y trouvent. On parle principalement d'or. Il y a énormément de gisements d'or dans cette partie. On parle également de coltan. Aujourd'hui, vous avez du coltan dans vos téléphones que vous utilisez. C'est un matériau très recherché qui est assez présent dans cette zone du Congo, dans le nord et le sud Kivu. Et on parle également d'étain qui est utilisé pour la soudure. Donc, le Congo aujourd'hui, surtout cette partie-là, attise les convoitises. Et aujourd'hui, le M23 n'est pas le seul groupe armé qui sévit dans cette partie-là. On parle d'une centaine de groupes armés qui sévissent dans le nord et dans le sud Kivu. Mais aujourd'hui, le M23 est le principal groupe armé. C'est celui qui est le plus connu, c'est celui qui est le plus organisé. Et c'est celui surtout qui est ouvertement soutenu par une armée d'un autre pays, qu'est le Rwanda. Donc, ma première réflexion sur ce qui se passe actuellement au Congo, c'est pourquoi cette indifférence totale? Si on avait des millions et des millions de morts dans une guerre en Europe ou aux États-Unis, les gens en parleront. Vous alliez voir que les gens allaient se lever. On l'a vu en Ukraine, où on a eu des pays européens qui ont décidé de donner des armes à l'Ukraine. On a la France, on a l'Allemagne qui a décidé d'apporter son aide à l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Mais il s'agit de l'Afrique. Il s'agit du Congo, et là, il y a très peu de personnes qui en parlent, déjà médiatiquement. Il y a très peu de personnes qui en parlent. Il a fallu aujourd'hui que les choses s'escaladent. On en parle un peu, on y met les émotions et après on retourne à notre vie normale. Donc, ma première frustration, c'est ça, c'est que nous-mêmes, nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe. Nous-mêmes, nous regardons les choses de marbre. Je ne vais accuser personne, mais je pense que c'est important quand ce genre de choses arrivent à aussi regarder ce que nous faisons et à nous regarder dans un miroir. Et pour ça, je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo parce que je pense qu'il faut qu'un maximum de personnes se réveillent et que nous puissions prendre la parole. Parce que c'est une guerre aussi médiatique où le Rwanda d'un côté décide aussi de faire montrer quelque chose d'autre qu'on n'a pas l'habitude de voir ou quelque chose qui permet au Rwanda aujourd'hui de se dédouaner de ce qui se passe. Donc je sais qu'il y a des Congolais qui ont décidé de se lever, il y a des Congolais, de jeunes Congolais qui ont décidé de sortir dans les rues, commencer à brûler des ambassades. On a vu l'ambassade de la France être brûlée, l'ambassade du Rwanda également. Ce sont des premières actions de révolte. Mais je pense que nous, on peut faire mieux. Depuis où on est, pour tous ceux qui ont des plateformes, je pense que c'est le moment d'en parler massivement pour que les choses changent. La deuxième chose sur laquelle je veux vraiment attirer votre attention, et ça me touche personnellement et ça m'horripile, comme j'ai l'habitude de dire, c'est de voir encore qu'en 2025, que nous assistons encore à un pays africain qui est utilisé comme une passerelle pour déstabiliser un autre pays africain. Vous imaginez? Je pensais, ou on pensait en tout cas nous en tant qu'Africains, que cela était révolu. Mais on a encore des pays africains qui servent de passerelle. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, d'une certaine façon, sert de passerelle pour déstabiliser le Congo. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur mondial de coltan. En tout cas, je ne dirais même pas producteur, je dirais vendeur. Donc le premier vendeur mondial de coltan. Pourtant, le Rwanda n'a pas de gisement de coltan sur son sol. Vous comprenez? Donc, je trouve ça déplorable que nous soyons encore à cette étape. Je pense que l'Afrique a connu des guerres à n'en point finir. L'Afrique est passée par des périodes noires. Je pense que là, l'heure est au soulèvement, l'heure est au rayonnement de l'Afrique. Et voir un autre pays accepter finalement d'être un peu
le pillon de l'opinion publique ou de la communauté internationale, moi je trouve qu'on ne devrait pas se trouver à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, le Rwanda qui est aussi petit qu'il est, avec ses 14 millions d'habitants, comment le Rwanda peut déstabiliser le Congo avec ses 110 millions d'habitants? Mais c'est parce que le Rwanda a des soutiens et on le sait tous. Pas besoin de le dire ici, vous le savez déjà. Je pense que vous avez déjà regardé assez de vidéos qui parlent de cette situation. Le Rwanda aujourd'hui a des soutiens. On a les États-Unis, on a l'Europe qui soutient énormément le Rwanda. Et pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité, ces pays, ces États, l'Occident, d'acheter moins cher des matériaux qu'ils auraient peut-être pu acheter cher avec le Congo. Vous comprenez? Puisqu'aujourd'hui, toutes les petites personnes qui pillent les différents gisements passent par le M23 pour faire entrer ces matériaux ou ces minerais au Congo, au Rwanda plutôt, pour qu'ils soient plus vendus. Donc chacun y trouve son compte. Et c'est pour ça aujourd'hui que le président Paul Kagame dit, bah oui, on me dit que je fais une guerre, on me dit que j'annexe le Congo, on met toute la faute sur moi, mais qui achète finalement les minerais qui sont vendus à travers mon pays, le Rwanda? Vous comprenez? Et le président Paul Kagame le disait. Donc moi je trouve déplorable qu'on soit encore à ce niveau. J'ai envie de dire, pourquoi le Rwanda ne trouve pas un compromis avec le Congo? Je pense qu'ils avaient fait ça il y a quelques mois déjà, où ils avaient signé des traités où le Rwanda pouvait normalement opérer dans le nord et dans le sud du Kivu pour pouvoir, comment je peux dire, exploiter ces gisements-là. C'est ce que tout le monde fait. C'est ce que Glencore fait aussi dans une autre partie du Congo. Pourquoi ne pas avoir une entente entre le Rwanda et le Congo, où finalement, si le Congo ne peut pas à lui seul exploiter tous ces gisements, toutes ces mines, bah, trouver une entente avec le Rwanda qui va le faire. Pas besoin d'arriver à cette guerre où des millions de personnes sont tuées. Aujourd'hui, on parle quasiment d'un demi-million de personnes avec les récents affrontements qui sont mortes. On parle d'un demi-million de personnes. On n'est qu'en fin janvier. Vous comprenez, juste en un mois. Je trouve ça déplorable et inacceptable. Donc, je pense qu'il est temps que nos dirigeants arrivent à s'asseoir autour d'une table et trouvent des compromis bilatéraux pour éviter que les gens meurent. Ok, oui, on n'a pas besoin de tuer des personnes pour des minerais en 2025. Donc, moi, je trouve cette partie déplorable. Et c'est la deuxième chose qui doit nous pousser à agir et à parler. Il faut qu'on sorte de notre silence pour pouvoir parler de ces choses-là. Le Rwanda devrait s'asseoir avec le Congo pour discuter et pour trouver un compromis. Aucun Africain ne mérite de mourir encore une fois en 2025 pour ces choses-là. Nous sommes tous d'accord pour dire que plusieurs Africains sont déjà morts dans d'autres pays de l'Afrique. Là, l'heure maintenant est au rayonnement de l'Afrique. Et la troisième chose, et je pense que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut le dire, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis totalement surpris, étonné qu'un pays comme le Congo, avec toute la richesse que le Congo a, qu'aujourd'hui soit encore quelque peu déstabilisé par ces groupes. Oui, vous allez me dire que le Congo est vaste. Le Congo fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui représente un peu plus de 7 fois la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez comment le pays est vaste. Vous allez me dire donc que le Congo ne peut pas, comment je peux dire, assurer la sécurité de toutes ses frontières, assurer la sécurité de toute sa terre parce que c'est un pays vaste. Cette guerre, cette mésentente dure depuis 30 ans maintenant. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le président Tshisekedi ne fait pas en sorte que son armée soit forte. Le M23 est armé jusqu'aux dents. Les amis, vous n'avez pas idée de leur objectif. Au départ, on se disait que c'était que pour des minéraux. Aujourd'hui, ils sont clairement en train de dire non, ce ne sont pas les minéraux qui nous intéressent. Maintenant, c'est la présidence du Congo qui nous intéresse. Ils veulent maintenant prendre le pouvoir pour pouvoir peut-être certainement mieux piller le Congo et tout ce qui suit avec ça. J'ai envie de dire que le Congo a vu ça venir depuis plusieurs années. Pourquoi ne pas avoir une armée forte qui va aller dans l'est du pays pour combattre ces forces armées qui viennent en masse? Pourquoi ne pas faire appel aussi à, je peux dire, à la communauté internationale dans un certain sens? Parce qu'on le sait tous que cela se passe parce que les pays occidentaux achètent les produits, achètent les minéraux qui transitent par le Rwanda. Le Congo peut proposer de meilleurs deals à ces différents pays parce qu'on en reviendra toujours à nos matières premières. Donc pourquoi ne pas discuter avec ces pays pour leur proposer de meilleurs deals? Tout se joue là-bas, hein. Tout se joue au niveau de nos dirigeants. À ce niveau-là, tout se joue là-bas. Donc pourquoi ne pas trouver des ententes pour éviter que des gens meurent sur le chemin, pour éviter que des gens meurent sur le terrain? Et j'ai l'impression que
le Congo se laisse dépasser par ça. Bon, en tout cas, le gouvernement aujourd'hui, alors que c'est des choses qui existent déjà, qu'on aurait pu voir venir de loin, et cela aurait pu permettre de renforcer les capacités de l'armée, de renforcer la puissance de l'armée, d'acheter des armes davantage pour pouvoir repousser loin toutes ces forces armées qui viennent piller et tuer des personnes au Congo. Vous me direz certainement que c'est plus complexe que ça, qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais j'ai envie de dire que si réellement les volontés au niveau de nos dirigeants sont là d'arrêter ce massacre, d'arrêter cette guerre, je pense que ça se fera rapidement. Rapidement, je suis convaincu. Mais si la volonté n'y est pas, et que finalement chacun pense, chacun pense à ses propres intérêts, je pense qu'on va continuer à faire ce genre de vidéos où on va encore pleurer des millions de morts au Congo, où on va encore pleurer le Congo, où encore on va s'indigner de ce qui se passe là-bas. Les amis, c'est un euphémisme que de dire que l'heure est grave. Je pense qu'on en a marre de voir des Africains mourir pour nos matières premières. Le temps est venu de se lever, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et si votre participation est de partager cette vidéo massivement, qui un peu positionne certaines responsabilités et montre une autre façon de voir cette guerre, alors faites-le. Mais je pense que nous devons tous apporter notre soutien, nos soutiens au peuple congolais aujourd'hui, et lui dire que nous sommes là auprès d'eux. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette guerre. Dites-moi ce que vous pensez de l'hypocrisie, surtout de la communauté internationale, qui peut aussi arrêter cette guerre, mais qui malheureusement ne pense qu'à son propre ou à ses propres intérêts. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais s'il y a une chose avec laquelle je veux terminer cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre que les États n'ont pas d'amis. Les États ne cherchent pas à être aimés. Les États n'ont que des intérêts. Et là, nous le voyons clairement. Chaque État pense à lui d'abord plutôt qu'aux autres États. Et c'est vraiment déplorable, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et quand vous comprenez ça, vous êtes obligé de tout faire pour vous assurer votre sécurité et la souveraineté de vos différents pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine.